Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de Carré DM Jazz, je reçois le batteur, directeur artistique, qui est batteur de Dropilitic Carthage et de Blaise Paya aussi, monsieur Thomas Bello. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment vas-tu? Ben, ça va, écoute, vraiment, T'as l'air d'aller depuis pourri, du coup. Oui, ça c'est bon, ça c'est facile chez moi. Donc ça va, t'as pas trop galéré pour venir. non, 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 mais ça, c'est le bonjour à la bonne heure. Ok, ça c'est... Donc, toi tu es batteur, on doit se tourner dans les sens pairs. Et comment tu as découvert tes instruments? Et que j'étais qui à cet âge comme dans mon enfance, hein, parce que bon, je leur dire il fallait des musiciens dans la famille Tulle, mélanger la famille Bliché, le Cuiva, les Vazour, etc. Et voilà, je suis neveu et filleul de Ronald Tulle, un très grand pianiste en ce métier, et j'ai grandi sous sa peau. Donc, j'ai regardé, appris avec tous les batteurs qui ont travaillé avec lui. Donc, c'est venu comme ça, c'est venu naturellement, puisque bon, dans ma famille, voilà, personne ne faisait de batterie vraiment. Et je me suis dit que tiens, moi, je pense que c'est peut-être un instrument qui me permet de jouer avec eux. Alors que bon, voilà, mon père est pianiste, mon autre oncle qui est son petit frère est pianiste aussi, ma grand-mère est le cours de piano, voilà, mon grand-père qui était plutôt percussionniste. Donc voilà. La batterie, c'est l'instrument qui venait tout de suite parce que j'avais déjà justement les quelques rythmes en tête. Et sans avoir... La batterie, c'est un instrument quand on frappe au bon endroit, ça a le son tout de suite. Donc si on a déjà le son dans la tête, ça peut aller vite. Parce que mon piano, j'avais pris des cours de piano avec ma grand-mère. Mais bon, comme mon but c'était de jouer pour les gens dans les soirées directement, et que c'est pas ça qu'elle m'a préféré. Ah, mais le fait d'avoir choisi cet instrument-là, est-ce qu'ils ont pas dit «Oh, ça va faire du bruit» ou «ça va gêner les voisins» ou comment ils ont pris ça? Oh, c'était pas vraiment un souci hein, quand on grandit en Martinique. Je pense que le bruit, la musique fait partie de l'environnement. Donc, j'ai vécu dans plusieurs endroits, que ce soit au Saint-Ville ou à Chelcher à Terreville. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été un souci. Peut-être maintenant. Maintenant, peut-être il y a quelques voisins qui n'aiment plus trop ça, mais non, non, dans mon enfance, ça allait. Au contraire, les gens étaient plutôt contents quand tu jouais. Pas les gens, pas forcément les gens autour, mais en tout cas dans ma famille, voilà, si j'avais un endroit où je pouvais jouer, on me laissait faire. Ah, quoi, c'est bien ça, c'est vrai. Puis en plus, on voit que tu as grandi t'as baigné dans un environnement musical, donc ça aide aussi. Oui, oui, ça aide. Bon, j'avoue, c'était pas non plus un apport ça. Ah, On était cool, voilà. C'est la maison familiale de ma grand-mère, ben non. Voilà, il n'y a pas de souci, chez mon père, la paix. oh, toi, là, ça allait. Et t'as appris, donc t'as commencé jeune ou t'as... T'as commencé à quel âge? J'ai pas vraiment vu à quel moment j'ai commencé justement, parce que j'ai commencé sur un peu tout et n'importe quoi. Et puis je pense que ça c'est vraiment lié à j'ai eu des baskets pour enfants. Donc chez mon grand-père en Guadeloupe, puisque je suis moitié martiniquais, moitié guadeloupéen. Et chez mon père en Guadeloupe, mon oncle Pascal avait dans le tiroir de son bureau une paire de baguettes. Et son frère avait une bibliothèque, enfin une discothèque immense. Donc du coup, voilà, je récupérais les baguettes là, je jouais sur la chaise du bureau, sur les disques que je choisissais. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup avancé. Ah, déjà, et t'écoutais beaucoup de musique en parallèle? Oui, beaucoup de batteurs. Pas les batteurs forcément, mais beaucoup de musique de façon générale. Là, j'étais intéressé par les musiques qui touchaient les autres, d'abord. Et après, du coup, il y a eu des musiques qui m'ont touché moi. Donc, j'ai fait un mix de tout ça et voilà, ma culture, c'est celle-là.
Est-ce que, parce qu'aux Antilles, on grandit avec plusieurs styles musicaux, il n'y a pas qu'un style musical, c'est-à-dire il y a le zouk, il y a ce qu'on appelait à l'époque ragamuffin. Est-ce que tu en écoutais? Oui, oui, donc justement, Tout ce qui est zouk, compas, musique latine, etc., vient de la culture de mes parents. Et donc, culture que j'ai adoptée facilement. Et puis, après, c'est tout ce qui est raga dancehall, reggae, c'est venu plus avec mes potes de gens de ma génération. Hmm. Donc, voilà. Ouais, ouais, donc, du coup, j'ai la chance d'avoir à la fois une oreille sur ce qui se faisait avant et aussi sur ce qui se fait, ce qui s'est fait après. Et quand tu écoutais les morceaux, par exemple, que tu entendais à la radio, est-ce que toi, tu essayais, comme tu disais tout à l'heure là, que tu tapais sur une chaise ou sur une table, est-ce que tu essaies de reproduire ce que tu entendais? Ouais, ben, donc ça, c'est toute magie. Ça. Ah! C'était surtout n'importe quoi. Ça pouvait être des casseroles à l'époque. La fameuse marque de boîtes condiments en plastique. Voilà. C'est passé par là avec des baguettes chinoises, avec des bâtons. Enfin, franchement, surtout que j'ai été fils unique jusqu'à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc du coup, dans tous mes moments où justement j'étais seul, j'étais dans mon monde. Ah, c'est mes là. Ah oui. Mais après, quand tu as eu ton frère, ouais, mais t'as une petite soeur, un petit frère. Mais non, c'est une façon, ça y est, c'était déjà pris. Oui, ça y est, fini. Ouais, même s'ils étaient là, ça n'a pas changé grand-chose. Mais je parle surtout du côté, peut-être du côté geek un peu de la musique à être Enfermé dans un monde, puisque bon, je suis seul à gérer mes affaires. Bon, effectivement, j'ai acheté des jouets, mais il y avait aussi la nostalgie. resto. Et c'est après, au niveau de l'adolescence, que tu as commencé à jouer, enfin, à jouer sur une batterie. Oui, alors, j'ai commencé à jouer en fait avec, mais déjà dans les fêtes familiales, beaucoup dans les fêtes familiales, donc avec justement, disons, ma grand-mère, etc. J'ai accompagné les élèves de ma grand-mère lorsqu'elle faisait les éditions de fin d'année. Euh, voilà, en gros, après, à partir de, je pense que j'avais 14 ans, quand j'ai joué dans mon premier groupe qui s'appelait Concept J. Voilà, hein, qui était avec des potes comme Nicolas Pélage, Larry Plamèble, Eliane Bourlon, qui nous a quittés malheureusement. Ouais. Et donc voilà, il y avait Gabi Diop aussi. Voilà, c'est des artistes qu'on connaît encore actuellement. Et voilà, nous, on a commencé ensemble, quoi. D'accord. Donc, ouais, voilà, donc ça c'était à 14 ans. Donc, cours, avec un première basket, première vraie basket. Donc, c'était pas la basket en champ. Et voilà, ensuite continuer, mais du coup, c'est de suivre mon parrain au fur et à mesure. Et de temps en temps, je remplaçais les batteurs qu'ils ont avec lui. Parce que bon, comme j'apprenais de toutes les façons ce qu'il jouait, s'il y avait quelqu'un qui connaissait le répertoire sans avoir besoin d'invitation, c'était là. Ah, donc, après, il y a eu le côté, bon, est-ce qu'on fait confiance à un gamin? Hein? Oui, ben, du coup, ça a fonctionné. J'ai pu jouer avec, voilà, très tôt, hein, avec Jean-Philippe Manzi, Raph Tamar, Jocelyn Miroir. Et ça avait quel âge là? Là, À peu près, hein. ouais, je pense que ça avait 16 ans. Ah ouais, déjà, je commençais déjà à accompagner des grandes pointures, quoi. Oui, voilà, c'est que c'est venu doucement, c'est-à-dire que en même temps, j'étais à l'école, mais c'était des petits conseils par-ci par-là, voilà, ou même un titre ou deux, parce que j'allais souvent les voir jouer. Donc, voilà, le groupe Crocon, par exemple, pour ceux qui connaissent en Martinique, c'est dans lequel il y avait encore mon parrain, Jamie Boyer, donc, qui était le chanteur de Tascule. Voilà, c'était le groupe où, justement, il y avait parmi les meilleurs musiciens de la Martinique. Donc, du coup, moi, j'étais le batteur, c'était Dominique Bougainville. Et j'étais à côté comme ça, je regardais tout. Parfois, il se retournait comme ça et je dis, ah, là, je pourrais.
J'y allais, forcément. Ah bah là, on recommande comme ça, t'es là, voilà. Donc ça, je pense que c'était, ouais, ça c'était à 17 ans par là, ouais. Mais très tôt. Bah, déjà, une bonne expérience, déjà. Parce que, Oui, oui, c'est sûr que les cultures vécues en Martinique, donc culture caribéenne et vécues en Martinique. Parce que je me dis déjà à cet âge-là, tu joues déjà avec, comme je le disais, avec des grosses pointures. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et puis le fait qu'ils te fassent confiance. Oui, aussi. Parce que tu étais jeune. Donc ils auraient pu dire, ah non, il a tel âge, nous on laisse pas, entre guillemets, un adolescent toucher, jouer pour nous, machin. Ils t'ont quand même fait confiance. Et je pense qu'ils n'étaient pas déçus du résultat. Normalement, non, mais il y avait aussi pareil, hein, il y a Ronald, encore une fois, qui. Enfin voilà, il était là et il savait que c'est à lui qu'il faisait confiance au départ. ouais. Donc, et lui me faisait confiance et il savait que. Enfin, je prenais vraiment le poids de la responsabilité que c'était. Donc, j'ai jamais posé la question du fait que je fasse les choses bien ou pas. De toutes les façons, j'étais là pour faire les choses correctement. Ok. Ouais, tout s'est bien passé, heureusement. Oui, oui, mais je crois que ça va. Il n'y a pas eu de plainte. Donc ça va. Ah, ça va, ça va. Et du coup, donc toi, comment dire, t'as vu beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. Quels sont les batteurs? Enfin, là, je prends batteur, mais ça peut être quelqu'un qui fait du clavier, claviériste ou même un guitariste. Quels sont vraiment les musiciens qui t'ont marqué, qui t'ont influencé dans ton jeu ou même pas musicalement en fait? Ils ont pas répété, hein, mes oncles. Hein. Ah, Ronald Tulle, Laurent Tulle. Et puis aussi, bon, peut-être on va parler après, mais j'ai aussi eu du côté de mon père, les frères Fanfan. Ah, que Jean-Philippe et Thierry Fanfan, qui sont les cousins de mon père. D'accord. Mais, enfin voilà, forcément, à un moment donné, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient et à rêver, parce que eux, ils étaient sur Paris. Ils sont sur Paris, moi j'étais en Martinique. Donc à distance, il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc on vivait ça un peu, soit par rapport à leur passage à Martinique, ou ce qu'on voyait à la télé, ou ce qu'ils avaient fait sur l'album. Mais c'est sûr que les premières personnes voilà, qui m'ont inspiré à ce point, voilà, ce sont mes oncles. Parce que ils ont su me faire comprendre ce qu'ils appréciaient chez un acteur. D'accord. Et ça m'a profondément marqué, toutes les anecdotes. Après, même moi, j'ai pu analyser ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et c'est sûr que du coup, je pense qu'ils appréciaient le fait que je puisse être un batteur, mais en ayant leur vision. Je pense que et beaucoup de personnes, même dans le public, n'arrivaient pas à mettre de mots dessus, mais ils voyaient justement la forte connexion qu'il y avait, qu'il y avait entre lui et moi. Ouais, c'est au niveau des regards, au niveau du. Ouais, On sent la complice de chose, ouais. Tellement de détails. et enfin voilà, surtout dans les musiques de chez nous, ce qu'on appelle le swing de chez nous, il y a des erreurs à ne pas faire pour ne pas casser le swing de la chanson quand ça démarre. Voilà, il y a tout un flux d'informations qui s'entremêlent justement rythmiquement. Et il y a des choses à faire ou ne pas faire à certains moments pour savoir écouter le chanteur. Et je pense que ça, ce sont vraiment des qualités de pianiste. Donc justement, d'avoir une vision globale de la musique. Et donc je pense que j'ai eu ça sans même m'en apercevoir. Hein. C'est après, en jouant avec d'autres personnes, etc., ou bien en entendant les remarques qu'on me faisait sur la façon dont je jouais, je me dis, ben en fait, ça vient de là. Ça vient de là. Et voilà. Hein. Après, même ici, il faut aller plus loin, mais en plus, encore notre pianiste, mais mon collègue pour faire, c'est Cédric Eric, qui a mon âge, donc qui est avec les pianistes avec lesquels je joue même encore aujourd'hui, et avec qui j'ai eu cette éducation plus au niveau du compas, en fait. Parce que lui, c'est un vrai fan de compas et que du coup, j'ai appris beaucoup avec ce qu'il écoutait. Ah, Donc
Je pense que, ouais, voilà, la culture qu'on part vient plutôt vient plus voilà, de Cédric. Voilà. Et la culture, tout ce qui est zouk ou autre musique, ça c'est plus. Et donc, ben, voilà, oui, oui, bien sûr. Ben, c'est parce que je pousse vraiment comment dire, la différence dans le détail dans ces musiques-là. Parce que forcément, il y a les oncles jouent du compas. C'est indéniable. Il n'y a a aucun doute là-dessus. Mais Cédric, par rapport à son éducation et par rapport à ce qu'il connaissait, avait une écoute différente par rapport à ces musiques-là. D'accord. Ok, voilà, donc on peigne ce sont des musiques qui se ressemblent, ce sont des musiques qui sont cousines, mais il y a des différences entre le zouk, le compas, cadence ipso, cadence pays, j'étais la perfecta, etc. C'est des musiques qui sont très proches, qui sont cousines, et qui sont, je pense, issues, enfin oui, qui sont issues en fait du merengue. Et je joue avec justement cette petite différence. D'accord, ouais, tu tu prends à peu près de tout ce qu'il y a, tout ce que tu vas énumérer, et tu en fais en fait, tu le mets à ta sauce. Oui, Oui, tout en sachant que je suis profondément martiniquais. Voilà, dire que, voilà, avec la taille de que ma spécialité, c'est le zouk, ouais. et que, voilà, même si je suis fan et intéressé par ce qu'il y a ailleurs, je ramène toujours la touche martiniquaise dedans. Ouais. Ça, c'est important. Où je ramène ces cultures-là dans le zouk. Je sers le zouk martiniquaise avec ces autres cultures. Et du coup, ça m'emmène à une autre question. Est-ce que le fait d'avoir joué, donc, on peut dire en autodidacte, même si c'est avec tes oncles, ça t'a poussé ensuite à aller plus loin, c'est-à-dire à étudier la musique, à approfondir? C'est ce qui t'a poussé ou non? C'est autre chose qui t'a... Comment dire ça? Je veux dire, toutes les expériences que tu as emmagasinées, est-ce que c'est ça après qui t'a poussé à vouloir faire des études dedans, c'est-à-dire des études de batterie, de t'inscrire dans un conservatoire et de comprendre peut-être certaines choses que tu n'avais pas comprises ou Oui, hein, de toute façon, oui. Parce qu'il faut savoir que j'avais quand même essayé de prendre quelques cours en Martinique. Je prenais des cours avec Anthony Levinsky, qui est le batteur de Quack. Et ça, c'était justement dans ma période justement 14-15 ans, mais sauf que voilà, j'étais jeune, j'étais plus intéressé par le fait de jouer. J'avais envie de jouer et pas, j'avais pas conscience vraiment de ce qu'il fallait faire pour travailler l'instrument du temps, qu'il fallait passer derrière l'instrument justement pour progresser. Et donc, j'avais énormément envie de jouer. Tout mon entourage, en fait, jouait. Et donc, du coup, je me suis plus, même si je prenais quelques cours, mais c'était pas encore vraiment entré dans ma tête. Donc, c'est après, une fois après mon bac, quand, voilà, effectivement, j'ai su dans les années lycée que je voulais en faire mon métier. Bon, ben, voilà, je me suis dit, bon, il faut que je me donne tous les moyens pour être un batteur professionnel et pouvoir répondre à n'importe quel appel, en fait. Et donc, du coup, s'il fallait que la musique soit écrite, peu par ces choix, il fallait que je puisse aussi assurer. Ouais, du coup, une fois que je suis parti à Paris, où j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire la musique. Donc, passé par l'American School, j'ai pris des cours avec Alex Bétis, qui a été un des batteurs de la Perfecta, et qui était à Paris. Et ensuite, je me suis inscrit à l'école Agostini, qui est l'école la plus réputée en France. Et parallèlement au conservatoire à rayonnement départemental de Cachan, en cursus jazz. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, Agostini plus le conservatoire. Et puis, voilà, il y avait un big band, il y avait, enfin, voilà, un cursus jazz, donc c'était très intéressant. Et puis, il me restait 1 an à faire. Il me restait 1 an à faire pour, on va dire, vraiment le côté diplôme, etc. Et sauf que dans les grandes vacances qui ont précédé cette année-là, on m'a proposé de faire Casa. Ah, Donc là,
Là, on va dire que je me suis rappelé quel était vraiment mon objectif et que de toute façon, pour moi, c'est un métier qui se fait, ça se fait sur le terrain. Bien sûr. Et que, à force d'être dans le milieu scolaire, en fait, on est dans un certain confort parce qu'on suit un cursus et que on se dit que quoi qu'il arrive, bon, on le fait. Et au bout de la fin, on aura obtenu quelque chose qui va nous permettre d'avoir ceci, cela. Alors que je savais que pour vraiment faire mon métier, qu'il fallait que ce soit sur le terrain, que j'ai un vrai vécu sur le terrain et que je pense qu'une proposition comme celle-là, c'est difficile. Ça se fait pas deux fois. Donc, du coup, voilà. J'en ai discuté avec mes parents, proches. Et voilà, j'ai senti que c'était le bon choix. C'est Jean-Claude Nemo qui passe une soirée, pendant une soirée en Martinique. Il me croise et tout. Ah, ça va, mais comme j'avais déjà joué avec lui, oui, tu le connais naturellement, voilà. Il dit, bon, on a besoin de quelqu'un pour remplacer Hervé Laval, voilà, pour une date de cassage. Est-ce que ça te mangerait? En pleine soirée, je fais, ok, je vais réfléchir. Pas de question là. Ah ouais, Et ben, bon, la pop n'a pas duré longtemps. Ah. J'ai vite, oui, non. Non, je pense que le lendemain, comme on était dans la soirée, j'ai terminé la soirée. Et le lendemain, voilà. La main, tu l'as appelé, puis tu lui as dit oui. Ouais, oui, 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 oui. Non, à un moment donné, voilà, pour sortir, on est tout le confort. Et puis, il faut y aller, il faut y aller. On n'a pas fait tout ça pour rien. Si, voilà, c'est ma culture, c'est la musique de chez moi. Et puis voilà. Est-ce que ça t'a mis une pression, le fait d'intégrer le groupe là officiellement Ben, oui et non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression, en fait, de connaître suffisamment Kassav pour me dire, ça va le faire. Autre, j'avais déjà fait le répertoire de Jocelyne, j'avais déjà fait le répertoire de Jean-Claude, j'avais déjà fait la bande à Pipo, donc, qui est le groupe de Jean-Philippe Martelly. J'avais déjà accompagné Jacob sur un ou deux titres, en tant que, enfin, voilà, il était invité. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a aucune raison. Et puis, bon, sans compter tous les groupes de Martinique avec qui j'ai joué et qui reprennent des titres de Kassav. Moi, il y avait. Donc, voilà, j'avais pas cette pression-là. Franchement, j'ai eu la pression plus après, quand, du coup, moi, j'ai donné mon interprétation en tant que Kassav. Et qu'au fur et à mesure, ils m'ont fait comprendre, non, ça, c'est pas comme ça, non, ça va se passer comme ça, etc., etc. Donc, parce qu'ils étaient forcément habitués au Grand Claude Vermure. Donc, avec tout ce que ça comportait comme finesse, comme sagesse, bon, voilà, j'étais jeune, fougueux, et je voulais tester des choses. Ah oui, 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 oui. Et surtout que, enfin, voilà, j'avais même mon idée de ce que pourrait être Kassav. Tu sais, tu commences à imaginer, ouais, qu'est-ce que je peux apporter, etc. Et au fur et à mesure, bon, il a fallu donc, du coup, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Il y a même des moments où ça a été dur parce que il y a eu, je me souviens d'une réunion où, enfin voilà, j'étais assis là et tout le monde, tout le groupe autour pour dire ça, Thomas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut que tu fasses ci. C'était tout un monde qui s'écroulait, quoi. Ouais, parce que tu te dis, mince, moi j'ai ça, les autres de ça, c'est peut-être peut-être après 3 ans de Kassav, quoi. Ah oui, c'était pas au tout début, voilà, tant pis, au fur et à mesure, on me dit les choses, donc moi j'apprends à se fort, parce que du coup, Kassav trouve fort. Ah oui, J'ai tout de suite compris que, ok, d'accord, faut envoyer. Pour driver ce groupe-là, il faut envoyer. Parce que tous les autres jouent fort. Donc, du coup, faut envoyer. J'ai changé la taille de mes baguettes. J'ai changé ma façon de m'asseoir. Enfin bon, ça a été une école, voilà, voilà, école de la précision, école de la rigueur. Enfin voilà, un gros concert, comment tu le prépares. Faut commencer à réaliser que chaque concert de Kassav, il faut savoir que dans chaque pays, je commence à comprendre que les gens attendent ça. Donc, du coup, pour certaines personnes, la dernière fois qu'ils ont vu Kassav, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc là, c'est un grand impact. Là, il y a eu voilà, des pays comme, je sais pas, Madagascar, par exemple.
je sais pas, la dernière fois qu'ils étaient allés, voilà. Et on a parmi des pays où c'était aussi la première fois pour un Kassav. Donc, j'ai pris conscience de ça, bon. Là, on commence à cadrer des choses. Commence à repenser ta façon de jouer, ta façon de penser la musique de Kassav et comment voir, les observer et voir quelle approche tu pourras amener, toi, en tant que, avec tout ce qu'il t'avait dit. Voilà, c'est ça. Essayer d'améliorer pour que ça colle avec ce qu'il avait besoin, en fait, avec la musique de Kassav, tout simplement. Oui, précisément. Bon, il y a aussi le public. Le public parlait beaucoup, on voyait sur les réseaux, ce que les gens pensaient. Bien sûr, les gens parlaient de Kolo Ramur, évidemment. Et ils essaient de le comparer à Kolo Ramur, mais bien sûr que Kolo, c'est le batteur de Kassav, pour moi, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi, je n'ai fait que récupérer un siège, mais quand on a créé ce qu'on a créé, et puis c'est-à-dire qu'on fait confiance à son identité en se disant que, ok, je veux faire quelque chose, tout en sachant que ce que je fais là, en fait, personne ne l'a fait avant. Ça, pour moi, c'est inimaginable. Là, c'est... Donc, du coup, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas être complètement le remplaçant de Kolo Ramur. Est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose quand tu as vu les premiers, par exemple, premiers commentaires en disant oui, oui, il n'est pas comme Bamur, ou il n'est pas comme... son jeu n'est pas comme ça, ou comme si... Est-ce que ça t'a fait quelque chose, ou au contraire, tu t'es dit, bon, je sais que je ne jouerai jamais comme lui, mais moi, j'apporterai ma façon de jouer, Thomas Bello. J'apporterai ma façon d'être. Ben oui et non, c'est que forcément, ça touche. Parce qu'il y a des gens qui sont justement des ultra fans. C'est sûr que je peux pas leur reprocher ça. Ouais. Quand on réalise ce que représente Kassav et ce que représente Kassav pour ces gens-là qui ont 2 fois mon âge, et qui ont connu Kassav au début, je ne peux pas leur en vouloir. Après, moi, je sais aussi ce qu'on m'a dit de positif sur mon jeu, de ce que j'amenais dans Kassav. Donc, du coup, faut avaler la pilule. Oui, en fait, avaler la pilule, faire un mélange, et puis avancer, quoi. Après, j'ai très vite compris que, bon, les réseaux, on a tous compris que les réseaux, c'était pas forcément l'endroit où il fallait prendre toutes tes informations, quoi. Non, il y a apprendre à laisser. C'est parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont nous faire plaisir, qui vont flatter, entre guillemets, les égos, et puis d'autres qui vont être, on va dire, du moment que c'est constructif et que ça peut faire la personne s'élever, je trouve que c'est intéressant. Mais descendre quelqu'un pour descendre quelqu'un, je trouve ça moins intéressant. Oui, mais bon, là c'était pas de vrai descendre pour moi dans la mesure où cette personne-là a une vision de Kassav qui est de l'ordre de la surface, quoi. C'est vrai que c'est le haut de l'iceberg. Moi, je sais tout ce qu'il y a dedans, je sais tout ce que je fais. Oui. Je sais ce que Kolo a fait, je sais ce que Kolo n'a pas fait non plus. Donc, il y a eu des choses qui ont changé, il y a eu l'apport de la technologie. Donc, il y a des choses qui sont tellement pas comparables. Donc, c'est ce que je me dis, c'est que tu ne peux pas comparer ces deux univers, deux façons d'être. On ne va pas comparer 2 batteurs ou 2 entités, tout simplement, parce que c'est une touche si t'ont choisi, c'est que t'avais ta propre touche, et parce qu'ils aimaient ta façon de jouer aussi, je pense. Sûrement. Ouais. Et j'avoue que jusqu'à présent, je considère ça, et quelqu'un d'autre, une autre personne m'a dit ça aussi, c'est que Jacob sait pourquoi. Parce que je ne sais pas qui précisément m'a choisi. Ah, ok. Ils en ont parlé, mais je ne sais pas, c'est Jean-Claude qui m'a parlé. Ouais. Mais je ne sais pas qui précisément dans le lot des batteurs disponibles qui m'a choisi. Et de toute façon, je sais et j'ai su que Jacob, de toutes les façons, il ne faisait jamais de choix qui n'étaient pas complètement pensés. Voilà, Jacob, je pense que c'est un visionnaire dans tous les sens du terme. Et dans la musique et dans ce qu'il voulait pour la culture, pour les concerts de Kassav, mais pour lui-même, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait.
des proches de lui me l'ont affirmé, mais je ne peux pas dire ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est précisément. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là s'est dit, bon ben tiens, lui. Donc, je pense que c'est tant mieux comme ça. C'est-à-dire que, ok, assume ta place, fais ce qu'il faut, tu sais tout. Voilà. Ça marche comme ça. Ouais. Donc, est-ce que, par contre, vu qu'on parle de Kassav, vu qu'on parle des inventeurs du zouk quand même, un genre musical, est-ce que tu peux me raconter une anecdote ou un fait marquant que tu as vécu avec eux dans une tournée, que ce soit en Afrique ou... Ouais. Je pense que c'est... Oh, j'ai déjà dit, hein, mais je pense que c'est ma première fois en Angola. Donc, c'est... Enfin, voilà, dès que on a déjà découvert ce pays-là, et il y a plein de choses qui se sont révélées en visitant le pays, en rencontrant les gens là-bas. Et je pense que j'ai pris le poids là-bas de ce que vraiment représentait le zouk, en fait. Et que c'était pas juste la musique dansante de chez nous. C'était, pour les Angolais, c'est une musique qui a réorienté leur culture, en fait. Et c'était impressionnant de savoir que enfin, voilà, Guadeloupe, Martinique avait fait ça, quoi. Et voilà, quand on découvre le musée du zouk, voilà, donc, à Luanda, avec la statue de Pierre-Édouard Dessumus devant, avec des bonjour à Luis Paolo, voilà, qui est un de ces gardiens, justement, des temples zouk là-bas, et qui, voilà, c'est, disons, une discothèque, énorme discothèque de zouk. Et ils connaissent la plupart des musiciens qui sont sur les albums, c'est-à-dire qu'ils connaissaient mon parrain. Donc, comme mon parrain avait effectivement joué, il a arrangé, composé, il joué pour beaucoup d'artistes de zouk, donc son nom apparaît sur énormément d'albums, et il le connaissait. Et voilà, il m'expliquait que voilà, il faut savoir qu'il ouais, y a beaucoup d'embouteillages là-bas. Et donc, du coup, chaque semaine, ils prennent 10 albums et ils les mettent en boucle dans la voiture dans la semaine. D'accord. Quand la semaine termine, ils ramènent 10 et prennent 10 autres, etc. etc. Et ce sont des passionnés de zouk, tout en sachant que là-bas, c'est là-bas que s'est développé la kizomba. Et quand on voit l'essor de la kizomba, tous les cours qu'il y a dans le monde, alors à quel point c'est représenté tant par les Angolais, les Mozambitais, les Cap-Verdiens, etc. Et de savoir que le point de départ de cette culture-là, c'est Kassav. C'est la présence de Kassav en Angola en 1986. Pendant une guerre où c'est eux qui m'ont raconté, voilà, il y avait une trêve et que la trêve s'est faite parce qu'il y avait un concert de Kassav à ce moment-là. Et ça a été comme un coup de pagaie qui a dévié légèrement leur culture. Donc effectivement, ils avaient des cultures, ils ont une culture qui ressemble. Voilà, on n'a rien inventé, hein, tout l'Afrique, c'est le berceau. Donc, ils avaient des choses qui rythmiquement ressemblaient. Voilà, donc tout ce qui est Semba, etc. Donc, les gens qui dansent ça connaissent la différence entre la kizomba et la semba. Et je pense que dans ce qu'ils appréciaient déjà de leur propre musique, la musique de Kassav a fait écho, quoi. Mais du coup, bim, mais ça a résonné. Et pour eux, voilà, ça y est, c'est devenu leur culture. C'est-à-dire que les premiers titres de Kizomba, ce sont ces imitations de zouk. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas eu de zouk, il n'y aurait pas eu de kizomba. Non. Non, non, mais c'est pour ça que c'est chaud. Ouais, parce que je me dis, ils ont carrément... je t'écoute parler et je me dis, est-ce que... toi qui es dedans, est-ce que tu penses que nous, Antillais, parce
que là tu parles d'un pays africain, est-ce que nous on y est? Est-ce que nous on a conscience de cette musique, enfin de notre musique? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est la musique sur laquelle on s'amuse, c'est la musique sur laquelle on drague, c'est la musique, enfin voilà, le zouk il est là, il est tout le temps là, et du fait, je pense, du fait de ne pas être une nation, donc du coup on n'a pas ce côté, on ne mêle pas la musique qui vient de chez nous avec l'identité, justement l'identité nationale, le côté patriotique, quoi. Ouais. Là où dans d'autres pays, c'est naturel. À Cuba, voilà, tout ce que ce soit la façon de parler l'espagnol, la façon de danser, tout ce qui est musique, tout ce qui est culture culturelle, etc. Tout ça, c'est un seul socle. Le drapeau, l'équipe nationale de foot, l'équipe nationale de baseball, parce que les enfants, etc., etc. Tout ça fait partie d'un socle. Et ne serait-ce que les musiciens cubains que je fréquente ici, ils sont arrivés ici avec ce socle-là. Et ce socle-là, tu ne peux pas le casser. C'est-à-dire qu'ils sont là avec ça, ils ont leur fierté, et tout ça, c'est vraiment un soldat. Et ça fait leur force. Et nous, du fait d'être dilués, alors donc du coup par rapport à l'histoire, du fait d'être dilués dans la France, puisqu'on est un pourcentage de la France, mais on n'a pas cette force-là. On n'a pas ce ressenti-là. On n'a pas même cette confiance-là de se dire, bon, ben tiens, allons continuer à travailler cette musique-là pour qu'elle puisse traverser le monde, pour qu'elle puisse envoyer nos messages, etc., etc. On n'a pas ça. Là où dans notre pays, ils l'ont, Trinidad. Enfin voilà, quand on voit le travail de Nacha Montano, effectivement, pendant le carnaval, c'est chaud, ça s'amuse et tout. Mais sauf que Nacha Montano voyage en tant qu'ambassadeur de Trinidad dans le monde. Et pas que pour l'amusement, pas. Ouais, ils le prennent au sérieux, quoi. Ah, donc du coup, non. On n'a clairement pas conscience de ça. Et voilà, moi, j'ai pris ce pavé-là, en fait, en arrivant là-bas. Et alors, attention, je pense que ça va écorcher peut-être certaines personnes, d'entendre ça, justement, pour les andouilles, etc. Donc, le but n'est pas de dire du tout qu'ils n'avaient pas de culture et que Cassava a quelque chose. Ouais. C'est juste que ça, je pense que c'est fort à dire, mais je pense que c'est un retour de l'histoire de l'esclavage, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les Africains ont voyagé aux Antilles, il y a un truc qui s'est fabriqué, etc. Et c'est Cassava qui a ramené le résultat de cette sauce qui a été fabriquée aux Antilles. Cassava fait partie de ceux qui ont ramené, en tout cas pour l'Angola, Mozambique, Cap-Vert. Enfin voilà, quand on participe à des festivals, on participe là-bas à des festivals des zouk. Et c'est pas Kizomba Festival, et zouk, c'est un festival. Du coup, ça s'appelle Festival do Zouk. VO, parce que c'est en portugais. Mais enfin voilà, quand on pense de ça, ok, et puis le nombre de fois qu'on y va. Parce qu'au moment, voilà, moi j'y suis depuis 2009. Cap-Vert, Mozambique, Angola, qui dû y aller 4-5 fois. Donc on y allait régulièrement, sans compter que voilà, quand on les albums de ces artistes-là, la plupart des gens qui ont osé dessus, donc il y a notamment les gens de Cassave, mais aussi donc il y a le travail qu'on fait des frères Louis. Donc Grégory Louis, batteur, guadeloupéen, donc à Paris, son frère Cédric Louis, qui est ingénieur de son, ils avaient ces contacts-là. Donc du coup, là, sinon on commence à chercher des noms des gens qui ont joué sur des albums de Kizomba. Du coup, il y a Grégory Louis, Jean-Philippe Fanfan, Thierry Fanfan, Thierry Delaney, Jacob Desvarieux, etc. Même moi, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns. Mais aujourd'hui, je sais même, voilà, je pour des gens qui font du zouk entre zouk et compas, Aruba. Enfin voilà, c'est là que ce sont les îles où ils parlent hollandais, les anciennes colonies hollandaises. Donc, donc faut pas se lier.
Si ces gens-là nous appellent pour jouer sur leurs albums, c'est qu'ils savent y aller cette musique-là. Et tu continues un peu de jouer, à part le zouk, est-ce que tu joues aussi un peu de jazz ou pas du tout ou tu... J'en joue parce que j'ai eu l'occasion, plutôt donc ça a toujours été jazz caribéen ou latin jazz, notamment par rapport à mes parents. Donc le fait d'avoir joué sur sur ses albums, parce qu'on a fait d'abord l'album Raising, ensuite il y a eu l'album Raise. Donc en fait c'est l'équipe de Raising, mais avec en plus Tony Chasseur. Ok, donc c'est le dernier opus sur lequel j'ai joué quelque chose de jazzy. Et, mais en même temps, en fait, avec les dernières années-là, on a vu des musiciens, des musiciens antillais vraiment spécialisés dans le jazz. D'accord. Donc, moi, il n'y a pas de problème, les gars. Il vous laisse. Parce que j'aime ça. J'aime ça, forcément, le côté ouvert. Ouais, et jouer la musique de chez nous avec un peu plus d'ouverture, plus de liberté, etc. Et voilà, donc un gros salut à Thilo Bertolo, à Arnaud Dolmen, Sony Troupé, qui sont, qui sont des meilleurs dans le style. Mais toi, tu joues du zouk et tous ceux que tu as cités jouent aussi du zouk. Est-ce que tu aimes bien mélanger les deux, c'est-à-dire zouk, jazz ou non Complètement. De toute façon, l'album Raising, c'était ça. C'est le Zoom Jazz. L'album Raising, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais dit à mon parrain, bon, tu fais notre album de jazz. J'ai dit oui, d'accord, ok, ouais, mais bon, mais il n'y a pas de zouk dedans. J'ai dit, ben attends, qu'est-ce que le zouk vient faire là? Donc il habite en Martinique. Hein? ouais. Donc il habite en Martinique, il joue pour la plupart des zoukeurs. Il passe plus de temps à jouer du zouk qu'une autre musique. Ok. Mais tu sais, c'est ce truc de se dire, bon, je vais faire mon album. Qui dit que je fais mon album? C'est un album qui sera démonstratif, où je montre ce que je suis capable de faire. Donc, ce sera du jazz caribéen avec des musiques nobles. Donc, Begin, Mazurka, on peut prendre des latines, ça peut prendre du funk, etc. Il dit, mais le zouk. Comment ça, mais... Oui, mais non. Ben oui, justement, il faut, en fait, de toute façon, il y a qui mieux que toi peut faire ça? Il dit, ouais, d'accord, ok, ouais, bon, et à chaque fois, il fallait le pousser, tu es sûr? Oui, 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 oui. Du coup, ça a intéressé Tony Chasseur, qui nous pousse à ce moment-là qu'on a fait, justement, qu'on a fait l'album Reese, où ce côté-là était un peu plus poussé. Mais moi, ça m'intéressait parce que, justement, je sais que chez nous, les gens associent le zouk, c'est-à-dire que ça peut être une rythme complètement zouk, tant qu'il n'y a pas de chanteur, pour certaines personnes, c'est pas du zouk. Quand j'ai constaté ça, je me suis dit, wow! Ah ouais, on est perdu. Ah ouais, les gens, pour eux, dans leur tête, dans l'inconscient collectif, le zouk, faut qu'il y ait un chanteur ou une chanteuse. Voilà. À partir du moment où tu retires cet aspect-là, Ouais. C'est pas du zouk. Sinon, donc, pour moi, je me suis dit, waouh, il y a un vrai travail parce que du coup, ça veut dire que si c'est pas, si, soi-disant, c'est un zouk, mais que ça passe pas en soirée, peut-être que ce n'est pas un pour eux non plus. C'est là, je me suis dit, punaise. C'est-à-dire que les gens sont accrochés à un format de musique, pour eux, c'est ça le zouk. Et si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ça, ce n'est pas du zouk. Donc, du coup, ça a permis aussi à des étrangers donc d'imiter du zouk, donc chanter dans différentes langues. Et pour les Antillais, non, c'est pas du zouk ça. Mais si, c'est du zouk. Non, le zouk, c'est chanter comme ça, il y a ça. D'accord. Donc au départ, moi, ça me faisait rien, mais sauf que quand j'ai vu que ça commençait à avoir du succès, c'est là que j'ai compris que, ok, on commence à perdre la main sur justement cette musique de chez nous. Que du coup, le zouk commence à être joué ailleurs, et en plus, ailleurs, ils ont vu qu'ils pouvaient donner un autre nom, et que du coup, aucun Antillais ne se plaignait. Parce que du coup, comme l'Antillais ne se reconnaît pas dans ce zouk-là, donc du coup, donc on donne un autre nom, ça ressemble pile poil, ou bien on ne le nomme pas, mais personne ne dit rien. Parce que, wow. Je parle des artistes d'aujourd'hui. Ouais, ok. Voilà. Ouais, mais on sait que la base reste du zouk. Oui. Voilà. Donc, mais en plus, excuse-moi, hein, mais ça me fait penser à quand tu dis ça,
au fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont, quand tu vas leur dire mettez du zouk, et Admiralty il l'a dit aussi. Il a dit tu peux l'appeler, c'est quoi, c'est urban, c'est musique, oui, donc musique, bon, de toute façon, tout ce qui est musique urbaine, l'exotique, etc. Mais ça, ils veulent l'appeler par différents noms, mais pas par le nom qu'il y a attribué, c'est-à-dire le zouk. Et parce qu'ils savent que ce qui fait fonctionner le business, c'est le nom. Ouais, ouais. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est partagé, c'est le hashtag. Le hashtag, c'est le nom. Donc, s'il n'y a pas de nom, tu lui donnes le nom que tu veux, et donc, du coup, ça te permet de vendre et de récolter ce qui revient au nom que tu as donné. Ah oui. Bah, c'est comme il y a quand je te demandais tout à l'heure là, est-ce que tu mélanges par exemple le jazz et le zouk? J'ai un exemple là qui me vient en tête, et d'ailleurs tu portais un t-shirt où il était dessus. Ouais. Tu sais de qui je parle? Oui. Ben, Stéphie voit exactement de Vice. Et c'est vrai que lui, pareil, quand il a écouté Kassav, déjà il avait du mal à prononcer Kassav déjà. Oui, je me souviens de la vidéo. Il a du mal à. Je crois que c'est Marcus Miller qui me dit non, c'est Kassav. Ouais, c'est ça. Et puis il dit Kassav. Et lui, c'est là où tu vois, parce que c'est un grand trompettiste de jazz, et il a fait un album qui a été inspiré de Kassav. Oui. Amandla. Donc c'est pour dire que à quel point, et là on est dans les années 80 en fait. On est milieu, je crois, des années 80 ou ouais, fin des années 80. Oui, je pense. Ouais, je crois que c'était fin des années 80. Parce que l'album Amandla, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Hein. C'est vraiment inspiré quand tu l'écoutes. C'est vraiment du zouk. Oui, de toutes les façons, c'est sûr. De toute façon, dès que l'inspiration, elle est là, il y a même, il y a même un titre. On n'en parle pas, ça fait partie des secrets de l'histoire, mais il y a un titre, de Dave Wicker, donc qui est grand batteur de jazz, avec un petit Korea, etc. Et qui a un titre sur un de ses albums, c'était à chaque fois j'oublie le nom, peut-être tant mieux. Hein. Mais il y a, et qui est la copie des titres Chouboulé de Kassav. Georges Decimus, ça commence exactement de la même manière. Mais c'est vrai que le zouk a influencé le monde entier. Oui, mais le zouk met d'abord Kassav. Kassav, oui, non, mais quand je dis le zouk, c'est Kassav, j'ai oublié le... Non, bien sûr, mais je ne te contredis pas. Je précise juste que, enfin voilà, parce que quand on discute après avec Pierre-Édouard, avec Jacob, avec Georges, Jocelyne, et qu'on sait les décisions qu'ils ont prises, c'est-à-dire se dire, non, on va pas faire ça, non plus, ça, non, on va faire ça. Et on va pas, non, Kassav, il faut que ce soit un nom qui soit prononcé dans toutes les langues. Il faut que ce soit un nom qui corresponde à chez nous. Donc, les Vikings, tout ça, c'est bien gentil, mais en fait, on n'est pas Vikings. Donc, il faut que, voilà, donc la Kassav, qui est la fameuse galette de manioc, etc., donc, qui a un rapport avec l'histoire de l'esclavage. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, on va chanter en français? Non. Créole, tu es sûr? Oui. Créole. Et que ça, oui. D'accord. Donc, il y a des créoles martiniquais, il y a des créoles européens. C'est magnifique. Mais c'est ça que je trouve fort, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé quelque chose, et ils sont arrivés à l'époque où cette musique n'existait pas, ils se sont imposés auprès des maisons de disques pour dire non, on ne chante pas en français, on chante en créole, c'est comme ça et c'est non négociable. On leur disait bon, que ça n'allait pas marcher, etc. Et quand tu vois aujourd'hui ce que ça a donné, je me dis, mais ils ont bien eu raison. Bon. Oui, Complètement. Enfin voilà, c'est moi la force que je reconnais en eux, c'est être capable de prendre ce genre de décision quand justement ça n'a pas encore été fait, quoi. C'est ça. Parce que c'est ça, pour toute ma génération et même la génération plus récente là, enfin on est tous des copieurs d'une certaine manière. On a tous pris quelque chose déjà, et j'ai vraiment cette impression que, même si bon, ils se sont expliqués de plein de choses, mais qu'il y a eu vraiment ce truc de se dire, bon allez, là,
On a un gros projet et il faut qu'on se tienne, il faut qu'on s'y tienne, il faut que, voilà, on a des valeurs, on respecte les valeurs qu'on s'est données et on y va. Non, c'est ça pour moi, enfin voilà, le voyage en Afrique, moi, leur premier voyage en Afrique, enfin, voilà, l'Afrique leur a, pour les pays concernés en tout cas, leur a rendu l'appareil. Parce que quand je vois qu'on dit, enfin voilà, avoir un tel succès dans un pays où on n'est pas censé être connu, et venant de petites îles, Waouh. Ouais, c'est bien. Quels sont tes projets à venir? Parce qu'on arrive au terme de l'émission. Donc, quels sont tes projets à venir? donc, du coup, là, actuellement, je fais pas mal de chants tournés avec Blaise Faya. Ouais. Donc, on a pas mal de dates dans la France et en Europe. Et on devrait même toucher outre-Atlantique prochainement. Et donc, ça, c'est avec Blaise Faya, avec Kassa. Voilà, pareil, on a quelques dates. Voilà, donc, dont une à Paris à la Philharmonie. Et ensuite, d'autres en France. Est-ce que. Est-ce qu'ailleurs, je ne peux pas dire. Voilà, il n'y a pas de souci de date. Voilà, j'ai quand on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Il y a des discussions sur la suite. Il y a Matraca Live aussi, c'est le groupe de salsa dans quelques jours. Et voilà, pareil, il y a des choses qui sont en train de se faire. Voilà, on est dans une phase de création. Donc, voilà, on dirait c'est un ce qui va se passer. Et sur quelles raisons on peut se suivre? Donc, surtout sur Instagram. Voilà, TomBell97. C'est Thomas Bellon, mais c'est le début de mon prénom. Sans le H. Et le début de mon nom, DE2L. Et 97. Parce que, bon, 97, 1, 2, 3, 4. Les Antilles. Et quel serait ton mot de la fin? Wow. Mot de la fin. Antillais, Antillaise. Croyez en votre culture, croyez en vos musiques. Euh, aucune musique n'est vouée à être ce qu'elle est au départ. Je parle notamment du chata, par exemple. J'attends beaucoup de mal concernant le chata. Effectivement, les paroles ne plaisent pas à tout le monde. Mais par contre, le chata fait que. L'existence du chata fait que on a une nouvelle musique qui s'exporte énormément, qui commence à être copiée, sur lesquelles les gens dansent, bougent énormément. Donc, s'il y a certains qui veulent faire du chata et changer des paroles, faire du chata conscient, pourquoi pas? Donc, il faut juste faire confiance justement en nos cultures et avancer avec celles qu'on a et pas forcément les casser. Merci pour ce mot de la fin.